Bordel chic, c'est Jay, ils ne veulent pas me lâcher. Ça c'est de pirater ton flingue pour le désactiver. Moi qu'ils essayent, j'ai mis une protection dessus. Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Tom. Vous savez, affronter des hordes d'ennemis et combattre des menaces galactiques, c'est mon quotidien. Mais sur le champ de bataille numérique, c'est une autre paire de manches. Là-bas, on peut tomber sur des pirates bien plus vicelards que les escouades du conclave. Tu parles encore de la fois où ils ont failli pirater ton historique de recherche. Bref, pour éviter ça, je fais confiance à Surfshark VPN. Surfshark développe des solutions conviviales de confidentialité et de sécurité pour protéger vos données et votre confidentialité en ligne. Premier avantage, ce VPN vous permet de parcourir virtuellement toute la galaxie. De naviguer en toute confidentialité en chiffrant vos données sur Internet. Et en bloquant les publicités et les logiciels malveillants. Et en plus, avec un seul compte, vous pouvez sécuriser un nombre illimité d'appareils. Et cette protection peut être encore plus efficace et sur mesure avec Surfshark Antivirus, qui sécurise vos appareils 24 heures sur 24, de votre webcam à votre ordinateur, bon en l'occurrence, mon pistolet laser. Personnellement, c'est cette protection qui m'attire le plus. Mon ordinateur étant également mon outil professionnel principal, il est important de bien le protéger. Deuxième avantage, le VPN vous permet d'avoir accès à tout le contenu disponible sur Internet dans le monde, de manière fluide et rapide grâce aux plus de 3200 serveurs dispersés dans 100 emplacements différents. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous bénéficierez de 4 mois gratuits supplémentaires sur votre abonnement. Il suffit de mettre le code entrée lors du paiement et vous pourrez en bénéficier. Et c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc ça vous laisse largement le temps de le tester. Surfshark VPN, la meilleure protection pour les héros du quotidien et d'ailleurs. Bref, moi j'ai plus de munitions et pas d'armes. Une idée, chic? Si tu fouilles bien dans la pièce, tu devrais trouver toutes sortes de vieux outils. Y a moyen que tu puisses combattre avec ça. Bah génial. Bah quoi? C'est jamais. Ça peut faire de bonnes armes. Bonjour à vous, guerrières et guerriers, je suis Jascal le maître d'armes, et bienvenue sur la chaîne Entrée en lice. Imaginez, vous êtes chez vous, tranquille, en train de bricoler, et soudain, c'est l'attaque. Vous n'avez pas d'armes sous la main, excepté votre boîte à outils. Question existentielle. Quel outil je prends pour me défendre le plus efficacement possible? On va tester ça ensemble aujourd'hui. Marteau, tournevis, clé à molette, on verra vraiment ce qui marche le mieux. L'idée c'est de faire des tests logiques en fonction des catégories d'armes. Pour les armes contendantes, on va tester ça sur un casque de chantier porté par notre cher Bob américain. Courage. Et pour les armes tranchantes, on va rester sur les classiques bouteilles. Donc en gros, une vidéo où tu casses des trucs et où t'essayes de pas te blesser. Classique. Exactement. Et on va voir si une boîte à outils peut être une véritable armurerie cachée. Et si tu veux jeter les outils, ça peut être intéressant. Et bah ça tombe bien, j'ai la personne parfaite pour ça. Ah oui, je suis partant. C'est quand tu veux, cher maître d'armes. Petite précision avant de démarrer, ça me paraît évident, mais je pense que c'est nécessaire. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but pédagogique et de divertissement. Nous avons testé ces outils dans des conditions sécurisées et contrôlées. Je parle notamment de lanceur de lames qui fait ça dans une salle faite exprès pour pouvoir lancer des objets dangereux. Évidemment, ne reproduisez absolument pas ces expériences chez vous. Et encore moins sur quelqu'un d'autre. Mais bon, je pense que j'ai une communauté plutôt mature de ce côté-là, donc je me fais pas trop de soucis. Maintenant que tout est clair, place au test et au fun. On va commencer simple avec un grand classique, le marteau. Tout le monde en a un, tout le monde sait à peu près s'en servir. On va dire que c'est difficile de faire original avec un truc comme ça. À la rigueur, t'enfonces un clou dans l'ennemi et tu dis que c'est un choix artistique. Oui, et au passage, tu crées une religion à succès. D'une pierre, deux coups. Deux clous. D'une pierre, deux clous. Ou plutôt d'un marteau, deux clous. Le marteau, c'est tellement simple et efficace comme outil que c'est très facile de l'adapter en arme. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait dans l'histoire, je vais pas vous apprendre qu'il y a eu des marteaux de guerre. Mais par contre, ils ont été vachement adaptés. Pour des modèles à une main, beaucoup utilisés par des cavaliers, on va avoir une tête bien moins massive, et une pointe bien vénère de l'autre côté. La tête est évidemment moins massive pour rendre sa maniabilité un peu plus agréable. De plus, ça réduit la surface d'impact, donc ça rend le coup plus efficace. Le clou plus efficace. Je mets de côté les haches d'armes type Fioré, ce sont des armes à deux mains qu'on pourrait plutôt comparer avec un merlin que des marteaux. Mais un marteau en tant qu'outil, du coup, qu'est-ce que ça donne? Je dirais même du clou. C'est bon, chic, je pense qu'on a fait le tour du sujet.
Alors dans les marteaux, on a potentiellement deux formats en fait qui peuvent ressortir. C'est le marteau, on va dire, plus classique et modeste en termes de taille, mais surtout qui a un bout un peu plus pointu de l'autre côté, un petit peu à l'image des marteaux de guerre finalement. Et bien sûr un marteau beaucoup plus imposant. Et on va voir que en fonction de l'un ou l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà celui-là, c'est sûr qu'il a une plus grosse force d'impact. Mais je pense que tu te détruis le poignet rapidement, parce que bon, il est quand même, voilà, tout le poids est vers l'avant, forcément, c'est un marteau fait pour enfoncer des trucs, mais il n'est pas du tout conçu pour être utilisé pour autre chose que ça. Et en fait, on se rend compte qu'on a vite des difficultés à faire des trajectoires un peu propres, hein. Ça va être quand même assez basique comme ceci. Pour une invasion de zombies, pourquoi pas, mais pour se battre contre quelqu'un, c'est quand même pas terrible. Bon, après, c'est sûr que si vous ratez pas votre coup, ça sera efficace. Alors qu'avec le petit, un des problèmes qui peut vite se trouver, c'est que le manche soit un peu trop fragile pour les chocs que vous allez mettre, mais du coup, il est quand même beaucoup plus manœuvrable. On peut faire des gestes beaucoup plus subtils et rapides, mais après, voilà, vu la taille du marteau, ça oblige à quand même combattre très très près de votre adversaire. Avec celui-là, on peut éventuellement faire quelques saisies, comme ceci. Mais bon, voilà. On va faire quelques tests sur le casque. Évidemment, la sécurité avant tout. Au cas où il y a un éclat du casque qui vole, on sait jamais. Oh! Je pense qu'il l'a senti passer, mais que ça l'a protégé, hein. Putain, ça protège cette merde. À croire que c'est fait pour. Alors, le lancer de marteau, ça va fonctionner, mais sous certaines conditions. Donc ça va marcher à condition d'avoir un marteau arrache-clou, vous voyez, avec ça là, les dents. Sinon, évidemment, vous n'allez pas pouvoir planter ça. Hein. Mais avec un bout arrache-clou, sous un certain angle, ici, là, on est vite en surrotation. Hein. Vous comprenez bien que dès qu'on arrive là, on commence à perdre de la capacité de pénétration. Mais sous cet angle-là, ça fait à peu près le job. Bon, alors là, pas facile. Évidemment faisable, avec la technique, mais pas facile. Donc, démonstration, on prend par la pointe, on met le pouce. Eh oui, là c'est trop bas. Le problème en fait, c'est que c'est très léger. Hein, ce qui rend la technique assez aléatoire dans le sens où on a du mal à ressentir ce qu'on fait. Alors le problème principal, c'est que cet objet a une tête. Ceci est une tête de clou et ceci est une tête de lanceur. Et le problème de la tête de clou, c'est qu'on ne peut pas trop la prendre pour lancer. C'est extrêmement gênant. Donc on est obligé de prendre par la pointe, ce qui fait qu'on se retrouve sur une technique de half spin. Typiquement half spin militaire, c'est-à-dire avec le pouce, et donc on va utiliser le pouce en jouant sur la position du clou pour ralentir la rotation, c'est-à-dire si on est très près, eh bien la demi-rotation va se faire très vite, hop, comme ceci, et puis si on est loin, il va falloir mettre le pouce assez haut, bien brosser lorsqu'on lâche pour que la demi-rotation se fasse sur une distance de 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, selon où vous êtes. Donc je remontre, nous avons le pouce, on va reculer un petit peu, et là c'est le moment où je ne sais même pas si je vais y arriver, je remonte mon pouce, oula il était pas beau, hein. Là il était très moche, et là il était dedans. Mais enfin vous voyez, c'est difficile. Alors si on était mauvaise langue, on pourrait être tenté de dire qu'en tant qu'arme, ça vaut pas un clou. Passons maintenant à un autre classique incontournable des boîtes à outils, la clé à molette. Légère mais robuste, c'est pas forcément fait pour cogner à la base, hein, même en tant qu'outil, mais ça peut avoir son petit effet. En vrai, on a tous déjà une clé à molette quand on n'avait rien sous la main pour enfoncer des trucs. Hein. Mais comment tu bricoles, toi? Et la clé à molette possède effectivement des caractéristiques assez sympas pour en faire une arme improvisée. Et tant qu'on y est, parlons aussi de sa cousine plus imposante, la clé Stilson, qu'on appelle parfois clé serre-tube. C'est souvent le modèle de clé que l'on retrouve dans les jeux vidéo comme arme improvisée. Et on a tous une affection particulière pour cette arme qui nous a accompagnés dans nos premiers pas dans cette ville de gros tarés qu'est Rapture. Mais je diverge, continuons je vous prie. En conditions réelles, est-ce que c'est vraiment utilisable? Est-ce que ça peut par exemple remplacer un gourdin ou une masse d'armes? Pour l'occasion, j'ai voulu faire comme si je me baladais dans Rapture et du coup j'ai pris une clé Stilson. Il est bien plus manœuvrable si on le tient dans ce sens. Parce que bon, vous le constatez à la tronche de la clé, en fait tout le poids est réparti de ce côté. Donc du coup c'est beaucoup plus manœuvrable de le tenir comme ça. Et là je vous avoue que pour le coup, on est assez violent.
Reste là, toi. On peut aussi faire des coups des stocks, entre guillemets. Et évidemment, l'arme est assez grande pour qu'on puisse mettre des coups à deux mains. Ça peut toujours servir. Alors après, c'est quand même très très lourd, hein. C'est un peu le même problème qu'avec les gros modèles de marteau. On s'épuise assez vite et surtout, c'est quand même compliqué de changer de trajectoire. Par exemple, pour faire des feintes, là, littéralement, je me détruis le poignet en fait. Donc comme le marteau, ça va être beaucoup plus simple avec un petit modèle. Mais bon, vous allez devoir être plus près. La prise est pas terrible. Après, un petit modèle, ça peut servir pour faire des coups, des stocks et frapper aussi comme ça. Sécurité, Bob. T'as pas assez serré ton casque. Je suis un peu sur le cul, là, je vous avoue. Je pensais pas que ça protégerait autant. Puis on sent en fait à l'impact, je sais pas si ça se verra sur le ralenti, mais vraiment que ça détourne mes coups. C'est presque... en même temps, c'est fait pour. Hein. En même temps, c'est fait pour. La clé, alors ça, c'est mon péché mignon. Bon alors la clé ne se plante pas vraiment, hein, on va dire plutôt qu'elle s'enfonce, mais la clé, si elle est de taille suffisante, comme par exemple ici une clé de 38, eh bien elle va être de longueur et de poids relativement équivalent à un couteau de lancer type championnat, comme celui-ci. Ce qui fait qu'elle va vraiment avoir des proportions similaires et ce qui fait que si on met un bon lanceur avec un geste bien stable, on peut parfaitement la planter. Alors on peut pas dire que la clé soit une arme de lancer idéale, mais si vous maîtrisez bien la technique, si vous êtes un bon lanceur de couteau, la clé peut parfaitement se lancer de manière assez régulière et efficace. Maintenant, parlons des outils improvisés avec un caractère un peu plus tranchant et perforant. Le tournevis, la lime à métaux ou encore le burin. 3 outils pointus qui pourraient très facilement servir de poignard improvisé. Donc là, on quitte l'univers des grosses armes contondantes pour rentrer dans celui du petit outillage assassin. C'est bien ça? Oui, ou alors celui du combat en armure, parce que historiquement, ça rappelle surtout une arme qui était utilisée dans ce contexte, les dagues Harrowell. Ces dagues en forme de pic à glace étaient spécifiquement conçues pour traverser les côtes de mailles grâce à leur pointe effilée et solide. Nos outils ont certes pas du tout la même ergonomie, mais ils partagent le même principe. Concentrer toute la force sur un point très précis pour maximiser la perforation ou l'impact. C'est surtout le cas du burin pour le coup. Et la dague Harrowell, c'était aussi une excellente arme pour faire de la lutte. Donc du coup, on va pouvoir un peu faire la même chose. Bon alors là, effectivement, il y a de quoi se faire plaisir. Là, par rapport à l'outillage que j'ai, ça va pas tant être la vis qui va être le mieux. Parce que le problème, c'est que vu qu'il n'y a rien pour me caler la main derrière, voilà. Je voulais pas aussi bien le faire, mais c'est exactement ce que je voulais illustrer. Alors qu'avec les ciseaux à bois que j'ai, eh ben, la main est un peu plus calée. Et du coup, ça rentre. Ça rentre facilement. Je pensais pas que ça rentrerait aussi facilement. Je suis désolé. Je voulais pas te faire aussi mal. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'au vu de la forme de ceux que j'ai pris, la main va se caler, mais en même temps, c'est un petit peu logique par rapport à l'outil, parce que celui-là, du coup, est effectivement fait pour potentiellement pousser, pour tout simplement tailler dans le bois. Alors qu'une vis, on n'a pas besoin de pousser, on a juste besoin de tourner, donc c'est normal qu'elle soit peut-être un peu moins ergonomique pour ça. Et dans le même style que la dague Harrowell, on a le burin. Pour le coup, il est plus long et surtout plus lourd, donc on va aussi pouvoir s'en servir pour taper, et c'est plutôt efficace. On change de côté et on y va. Voilà, c'est plutôt pas mal. On peut effectivement aussi faire des saisies de lutte, faire ce genre de choses, voilà, pour pousser l'adversaire. Avec ça, c'est pas mal, mais avec les autres, c'est largement possible aussi de faire des saisies de nuque, ce genre de choses. C'est efficace quand même. Hein. Test ultime. Ah! Bon, sachant que avec une vraie personne, il y a le crâne aussi en dessous, accessoirement. Donc pas sûr que ça se plante aussi bien. Hein. Fais pas cette tête. Tiens, pour te remonter le moral, profite de la promo Surfshark VPN. Bon, il y a peu de doute. Ouais, il y a peu de doute.
Le tournevis, aucun problème. C'est juste une pointe en métal, donc lorsqu'on a bien compris la distance de rotation, eh ben on peut le lancer comme un couteau. Donc soit en le lançant par la lame, par la pointe, soit en le lançant par le manche, comme on vient de le faire précédemment. Donc par la pointe, on est sur une demi-rotation, par le manche, vous commencez à comprendre, on est sur une rotation complète. La lime rouillée en l'occurrence, objet qui, s'il a un manche, ne peut pas être planté. Hein. Même les limes relativement affinées, ça va être problématique. En revanche, une lime a toujours un manche qui est monté avec ce qu'on appelle une soie. Et la soie, elle est plus ou moins pointue, mais de toute façon, même si elle n'est pas très pointue comme ici, croyez-moi bien qu'avec un peu de vitesse, ça fait son boulot. Du coup, pour l'enlever, c'est pas une rigolade. Alors pourquoi ça a un tel pouvoir? J'ai failli me la mettre dans la figure, pénétrant. Eh bien, c'est parce que, bon, certes, c'est fin, mais c'est surtout que c'est très fin comparé à tout le poids qu'il y a derrière. Maintenant, le défaut de la soie, c'est qu'elle n'est pas en acier trempé, contrairement au reste, qui est très dur, puisque c'est fait pour être plus dur que de l'acier, puisqu'on lime de l'acier avec. Le problème ici, c'est que la soie n'étant pas trempée, vous pouvez voir déjà qu'avec ce premier lancer, vous pouvez voir ou pas voir, mais elle est un petit peu tordue. Évidemment, si on s'en sert un petit peu pendant 1 heure, votre soie, elle est complètement en Y, en W, en Z, enfin bon, il n'y a plus rien qui est droit. Vous voyez par exemple, c'est de pierre en pierre là. Alors les scies, malgré le fait que c'est un aspect assez impressionnant, bah c'est pas du tout fait pour se battre. Hein. Je pense que là je vous apprends rien. Parce que bon, à moins d'avoir beaucoup de patience et d'avoir un adversaire très coopératif, scier une guibole, bon ça se fait pas comme ça quoi. Alors après on peut tenter des coups de taille avec, mais on va le voir pendant les tests, ça peut avoir plusieurs limites. Déjà d'un point de vue ergonomique, c'est pas du tout foutu comme une petite épée ou un sabre. La poignée est perpendiculaire à la lame, pas sûr que ce soit très pratique cette histoire. Et un autre souci, c'est la fragilité de la lame. Les scies, que ce soit métaux ou pour le bois, ça a quand même des lames assez fines et souples, pas sûr que ça tienne longtemps quand on s'amuse à taper avec, et encore moins à parer avec. Donc le temps d'un combat ça passe, mais en tant que compagnon de tuerie pour vos divers quêtes, je suis pas très convaincu. Bon alors effectivement, visuellement, c'est ce qui paraît le plus menaçant. On a une portée qui est quand même assez pas mal, avec une scie par rapport aux autres armes, mais après la prise en main, elle n'est pas ultra opti pour frapper quand même. Surtout qu'avec une scie, le problème aussi, alors ça ferait certainement mal, mais il y a de fortes chances qu'en mettant des coups d'estoc, vous pétiez la lame de votre scie. Peut-être qu'avec celle-là, ça se plierait moins parce qu'elle est un peu plus solide. Donc en fonction du modèle de scie que vous avez, c'est peut-être pas forcément évident de mettre des coups d'estoc. Ça tient. Je suis tellement déçu. Ça l'a frotté, en fait on voit les marques dedans, donc c'est un peu ouvert. Mais ça n'a pas coupé quoi. Je vais essayer de retaper au même endroit. Ouais, j'ai retapé un peu en dessous. Ouais, ça ouvre, on sent que c'est pas loin de se déchirer, mais je risque pas de traverser, ça c'est sûr. Bon bah la scie, ouais, je pense que tu fais mal, mais de là à vraiment faire des dégâts vraiment très graves, je suis pas sûr. La scie égoïne, non. Non, là les mecs, non, on arrête. Maintenant, parlons des couteaux à enduire. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ça n'a pas vraiment la forme d'un couteau, on dirait plutôt des spatules. Mais bon, avec un nom pareil, impossible de pas les tester. Donc là, on fait comment? On leur balance de l'enduit frais sur la gueule? Alors non, pas tout à fait, mais le gros avantage de ces outils, c'est leur variété. Étroit, large, avec des lames souples ou rigides, si on se travaille avec plusieurs couteaux à enduire sur soi, il y a moyen que ça puisse répondre à plusieurs situations. On peut imaginer que les plus petits fonctionnent comme des poignards de fortune, et les plus larges comme de très mauvaises machettes. Ça fait rêver. Alors, est-ce qu'on peut compter dessus, ou ça va juste plier au premier impact ? J'en ai pas mal. Alors effectivement, là, vu que les couteaux à enduire, il y en a de toutes les tailles, un peu toutes les formes aussi, mais là, je suis resté sur le modèle classique avec une poignée et la lame. Et ben en fait, forcément, on va les utiliser un petit peu différemment. Mais je pense qu'on peut avoir des coups de taille assez efficaces. Ça va pas abîmer la lame, ça va pas abîmer le gambison non plus, mais j'aimerais pas me prendre le coup. Je pense que ça entaillerait bien. Peut-être qu'avec un plus grand modèle,
L'avantage, c'est qu'on peut faire des coups en aller-retour. Après, je pense que la lame, elle pèterait très vite. Si j'y allais vraiment franco sur quelqu'un qui possède du dur à l'intérieur, pas comme Bob, peut-être moyen que ça pète la lame. Après, on peut se battre avec des petits, vraiment au corps à corps. Encore faut-il que l'adversaire se laisse faire. Ça pourrait être pas mal. Ouh! Vous voyez pas, mais je l'ai entaillé un petit peu. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui! Bien plus efficace. On va essayer avec une plus petite. Ouf. Ça coupe vraiment très très fort. Ouais, bah en même temps, ça s'appelle couteau et pas spatule. C'est pas pour rien, hein. Ah si, ça a coupé. Ouais. Consultante. Pas terrible et trop fragile. Vous voyez là sur le lancer, ça a complètement défoncé le plastique. Alors après, même cassé, c'est réutilisable. Si on a mémorisé la distance de lancer, ça rentre plutôt pas mal. Un petit deuxième. Autre outil qu'on a tous, mais qu'on n'imagine pas spécialement comme une arme, le couteau à maroufler, ou aussi spatule à maroufler. En réalité, avec sa prise en main particulière, le couteau à maroufler rappelle certaines armes historiques, et modernes d'ailleurs, très connues. D'abord le katar indien, un poignard à poignée horizontale conçu pour donner des coups d'estoc puissants tout en protégeant la main du combattant. Alors ça c'est pas forcément sur tous les modèles. C'est une arme dont j'ai déjà parlé sur la vidéo concernant les armes indiennes cheloues, je vous invite à aller la voir. Mais en plus commun et moderne, on peut penser au célèbre coup de poing américain. Arme de corps à corps par excellence, conçue pour maximiser l'impact des grosses patates de forain. Mais après, est-ce que c'est assez solide pour un combat ou je vais juste me casser les doigts? Ça je sais pas. Je parie sur la deuxième option. Bon du coup, c'est pas spécialement, on va dire, un outil de boîte à outils, dans le sens que, pour ceux qui ne savent pas, un couteau à maroufler, c'est pour mettre du papier peint ou de la toile de verre, donc pour maroufler justement, pour bien que ça adhère au mur, et chasser la colle. Voilà, c'était le petit instant travaux, n'hésitez pas. Mais en fait, au vu de sa forme, je pouvais pas ne pas en parler, comme je vous ai dit, par rapport au katar, et c'est vrai qu'on peut mettre des coups assez intéressants. Et surtout que là, c'est un modèle en plastique, mais il y a des modèles en métal. Et avec un modèle en métal, clairement, je pense qu'on peut faire des coupures. J'en ai déjà fait une micro avec un en plastique sur la gueule de Bob America, alors vous imaginez. Et en plus, si j'en avais deux, là, je ressemblerais au Shinigami avec le Bankai le plus éclaté de Bleach. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc ça, pas mal. Outil improbable de la journée, le mètre-ruban métallique. Alors oui, on mesure habituellement des planches avec ça, mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'utiliser comme un fouet improvisé? Cette fois c'est sûr, il va vraiment se faire mal. Étonnamment, on peut faire un parallèle avec une arme très spéciale originaire d'Inde, l'urumi. Une épée fouet donc flexible, extrêmement dangereuse, aussi bien pour l'adversaire que pour celui qui l'utilise. Mais pareil, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les armes indiennes cheloues, donc allez la voir. Et je dois vous avouer que je me suis aussi déjà coupé le doigt avec un mètre-ruban métallique, donc j'imagine que ça peut potentiellement occasionner des dégâts. Mais est-ce que ça peut devenir un atout offensif ou c'est totalement ingérable en combat réel? Là c'est le moment où on va commencer à faire des trucs débiles. Je pense que je lui ferai pas bien mal. Je vais peut-être devoir réduire la longe. Allez, j'ai réduit de moitié, on va voir. Ah! Il y a un truc. J'arrive pas à me rendre compte si ça ferait mal. Peut-être moyen quand même. Vu le bruit que ça fait. Je pensais être assez stylé pour réussir à faire tourner la règle autour du cou et pouvoir tirer mon adversaire, mais
crois que je suis un peu trop ambitieux. C'est pas loin. Ceci, ça peut faire mal. Si t'arrives à choper l'oreille là, je peux peut-être lui arracher l'oreille. C'est pas assez rigide pour que ça marche. Bon. Je suis déçu et content. Si vraiment je réduis la portée à fond. Est-ce que ça coupe? Putain. Ça coupe. Finalement, ça peut faire mal ce truc. Et pour finir, un invité très spécial, le célèbre pied de biche. Alors oui, techniquement, ça rentre pas dans une boîte à outils standard. Mais c'est l'arme improvisée préférée des héros de jeux vidéo et des cambrioleurs, alors je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est de l'improvisation de luxe, ça. Ouais. Une taille idéale, polyvalente, pratique pour frapper mais aussi pour crocheter ses adversaires, le pied de biche pourrait bien être l'arme improvisée idéale. En vrai, est-ce qu'il y a forcément besoin de décrire ce qu'on peut faire avec un pied de biche? Il y a un crochet qui est, à mon avis, diablement efficace, diablement mortel pour donner des coups, que ce soit à une main ou à deux mains. Avec le pied de biche, justement, on peut crocheter son adversaire et le faire tomber. Il est assez long pour pouvoir donner des coups comme ceci. On a l'autre côté qui est tout aussi vulnérant, mais avec lequel on peut peut-être plus tenter sur de l'estoc. Justement, un peu en mode demi-épée. Voilà. Lève-toi, la vidéo n'est pas finie. Et justement, on peut aller chercher en demi-épée les petites interstices là pour aller farfouiller là et potentiellement faire des trucs pas cool. Ah, il y a eu un peu un impact significatif. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a certainement moyen que ça protège du coup quand même. Hein. Une vidéo sur les meilleurs casques modernes pour se protéger de coups d'armes blanches, ça pourrait être pas mal, non? Bon, avec le pied de biche, j'avoue que je triche un peu. Celui-là, on va le mettre à part. Alors le pied de biche, pas de problème. Donc caractéristique spécifique du pied de biche, c'est qu'ici on a un pied de biche. Ça va être très gênant pour lancer par ce côté. Donc on va tenir le pied de biche exclusivement par ce côté. Alors le fait qu'on ne puisse tenir que par un côté est quand même un désavantage. Désavantage parce que ça veut dire qu'on ne peut que lui faire des demi-rotations. Alors de mon point de vue, mais ça n'engage que moi, la meilleure technique serait de partir sur un petit half-spin militaire, c'est-à-dire faire une demi-rotation à l'arme en permanence. Là par exemple, 0,5 tours, brut de pomme à 2 mètres et des brouettes. Maintenant on recule un petit peu, on gagne 1 mètre, et là au lieu d'être ici, on va commencer à étendre le pouce et à légèrement remonter la main. L'une des spécificités du pied de biche étant que ça tape très dur. Je vous montre ça. Le pied de biche peut par exemple perforer le panneau de chantier qu'il y a derrière. Regardez-moi ça, il est complètement passé à l'intérieur. On a testé, frappé, lancé et fouetté. Tout ça avec une simple boîte à outils. Et verdict, oui, certains outils peuvent être de très bonnes armes improvisées. Le marteau, la clé Stilson ou encore le pied de biche sont évidemment les armes improvisées les plus efficaces. Ainsi que le tournevis, car ça ressemble fortement à des armes connues. Et d'autres m'ont laissé un peu plus sceptique. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Lanceur de Lame d'avoir participé à cette vidéo et de nous avoir montré tes skills. N'hésitez pas à aller vous abonner à ses réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je remercie évidemment Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le lien en description pour profiter de 4 mois offerts sur votre abonnement avec le code entrée. Et évidemment, pensez à moi, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous, ça ferait très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, chers amis, gardez l'esprit affûté. Ça, c'est vraiment pour le plaisir.
presque décevant.